Tu n'es même pas mentionné dans le testament. Ma belle-mère m'a dit que le chèque de 15 000 $ de grand-mère ne valait rien, alors je l'ai encaissé. Ma belle-mère m'a balancé cette phrase comme si elle l'avait répétée sous la douche pendant une semaine. Tu n'es même pas mentionné dans le testament, mon chéri. Elle n'a pas levé les yeux de son assiette en carton lorsqu'elle a dit cela. Elle était occupée à découper un hot-dog avec l'énergie concentrée de quelqu'un qui avait autrefois suivi un cours de maniement du couteau et ne s'en était jamais tout à fait remis. Pour que je ne me sente pas trop à l'aise à cette table. La table en question était une monstruosité de 3,5 mètres en pain patiné, installée sur la terrasse arrière de ma grand-mère à Lake Geneva, dans le Wisconsin, décorée pour le 4 juillet d'environ 400 petits drapeaux américains que quelqu'un, et je soupçonne fortement que c'était ma grand-mère Marilyn elle-même, avait personnellement planté sur chaque surface disponible. Des épis de maïs, de la salade de pommes de terre, le cœur de la pastèque. L'un d'eux avait été enfoncé dans le goulot de la bouteille de ketchup à un angle assuré de 45 degrés. Marilyn Drummond. 81 ans, 57 mètres. Le genre de femme qui repasse ses torchons et a des opinions très tranchées sur le sens dans lequel le papier toilette doit être placé. Elle était assise en bout de table sur une chaise de jardin qu'elle possédait depuis 1987, coiffée d'un chapeau de soleil doté d'un véritable bord, comme une personne qui ne s'était pleinement engagée dans les soins de la peau qu'après que cela soit devenu médicalement nécessaire. Elle venait de distribuer des enveloppes. Une pour moi, une pour ma demi-sœur Camilla, une pour mon demi-frère Rod, une pour mon frère biologique Philippe, qui n'était pas venu parce qu'il avait un truc à Austin, ce qui, dans le jargon familial, signifiait « je préférerais manger du verre plutôt que de passer des vacances avec la femme de notre père ». Je respectais l'engagement de Philippe envers ce rôle. J'ai ouvert mon enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 15 000 $. Mon nom y était imprimé en lettres majuscules si soignées qu'elles semblaient avoir été composées à la machine. Laetitia Drummond. Je l'ai fixé du regard pendant 3 secondes entières, soit environ 3 secondes de plus que je n'avais jamais passé à être surprise par quelque chose de bien qui m'arrivait dans cette famille. Avant que je puisse refermer la bouche, Claudia me l'a arraché des doigts. Elle l'a tenu à la lumière comme on le fait dans les films pour vérifier s'il y a des filigranes. Sauf que nous étions dehors, en plein soleil de juillet, donc elle fixait essentiellement un rectangle lumineux en faisant semblant de voir quelque chose. C'était de l'art performatif. C'était de l'art performatif épouvantable. « Oh, Marilyn, dit-elle, de cette voix qu'elle utilise lorsqu'elle s'apprête à dire quelque chose de dévastateur, tout en conservant une dénégation totale et plausible. C'est tellement gentil, mais ceux-là proviennent de ce vieux compte de la coopérative de crédit que tu as clôturé au printemps dernier. Tu te souviens? On en a discuté. Tu ne peux pas continuer à émettre des chèques à partir de comptes fermés. Ça ne fait que semer la confusion. » Marilyn ne dit rien. Elle prit son thé glacé et en but une longue gorgée, l'air pensif, comme une femme qui avait survécu à 2 récessions et à un mari et qui n'était pas prête à se précipiter pour qui que ce soit. Rod, qui en était déjà à son 3e plat alors qu'il n'avait techniquement pas touché aux 2 premiers, déchira son enveloppe en 2 sans l'ouvrir. Il laissa tomber les morceaux sur son port effiloché comme un homme trop occupé à ne pas s'en soucier pour s'en soucier. « C'est gentil de ta part, grand-mère, » dit-il. « Des cartes cadeaux l'année prochaine. Quelque chose sur Amazon. Je t'enverrai un lien. » Camilla regarda son enveloppe, puis Claudia, puis moi. Puis elle la froissa très délicatement, à 2 mains, comme si elle s'excusait personnellement auprès d'elle, et la jeta dans la poubelle près du barbecue. « Désolée, grand-mère, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas que ça fasse toute une histoire. » Il y avait toujours toute une histoire. C'était en gros la devise de la famille. Je regardais Marilyn. Elle m'observait. Ses yeux bruns perçants qui, en 8 décennies, n'avaient jamais commis la moindre erreur de calcul. Puis, si vite que je l'aurais manqué si j'avais regardé n'importe qui d'autre, elle posa un doigt sur ses lèvres. Je repliai le chèque dans l'enveloppe. Je glissai l'enveloppe dans la poche de mon jean. Je pris ma fourchette et mangeai un œuf mimosa comme si de rien n'était. Personne ne l'a remarqué. Il ne me remarquait jamais. C'est ça, être le comptable de la famille. On devient partie intégrante de l'infrastructure. Comme le routeur Wi-Fi. Tout le monde profite de votre existence. Personne ne pense à vous à moins que quelque chose ne cesse de fonctionner. Et il n'y a aucune chance que quelqu'un vous demande comment vous allez. Je m'occupais des impôts de la famille Drummond depuis l'âge de 24 ans. J'avais mis en place leur QuickBooks. J'avais organisé leur stockage dans le cloud, créé leur disque partagé, configuré leur filtre de messagerie.
Une fois, Claudia m'a appelé à 23h15 parce qu'elle ne savait pas comment joindre un PDF à un email et je l'ai guidée étape par étape comme le service d'assistance informatique le plus sous-payé au monde. Et elle m'a remerciée en raccrochant avant que j'aie fini ma phrase. Edward, mon père, m'avait un jour décrit lors d'un dîner comme « notre petit calculateur », sur le même ton que celui utilisé pour parler d'un gadget de cuisine reçu en cadeau et que l'on n'ose pas jeter par politesse. J'étais expert comptable agréé. J'avais réussi les 4 parties de l'examen du premier coup. J'avais passé 3 ans à auditer des états financiers pour un cabinet régional à Milwaukee avant de me mettre à mon compte. Je comprenais suffisamment bien les exigences de divulgation de la SEC pour écrire un blog très ennuyeux mais techniquement précis à ce sujet. J'étais apparemment aussi incapable d'ouvrir un PDF. Très bien. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. J'ai vidé mon assiette, aidé Marilyn à porter le pichet de limonade à l'intérieur, et je n'ai pas regardé une seule fois l'enveloppe dans ma poche. Mais j'y ai pensé pendant tout le trajet de retour à la maison. J'y ai pensé, allongée, éveillée, dans l'étroite chambre d'amis où le ventilateur de plafond cliquetait tous les 3 tours comme un métronome en manque d'engagement. J'y ai pensé à 7h15 du matin, quand j'ai renoncé à dormir et que j'ai fixé le chèque posé sur la table de chevet, à côté d'un roman de Patricia Highsmith que Marilyn y avait laissé, parce que ma grand-mère a toujours su exactement quel genre de livre j'aime et que c'est le plus grand amour que j'ai jamais ressenti de la part de qui que ce soit dans cet immeuble. À 8h le lendemain matin, je me suis rendue en ville en voiture. La coopérative de crédit était un petit bâtiment en briques, coincé entre une quincaillerie et un snack-bar qui sentait le bacon et semblait entretenir une relation compliquée avec les services sanitaires. Je suis entrée et j'ai remis le chèque à une caissière nommée Darlene, qui portait des lunettes de lecture attachées à une chaîne en perles et tenait une tasse sur laquelle était inscrit « La tante la plus cool du monde », avec une énergie qui suggérait qu'elle avait mérité ce titre à la suite d'incidents spécifiques et bien documentés. « Je dois savoir si ce chèque est valide », ai-je dit. Ma voix était ferme. Mes mains, dans les poches de ma veste, ne l'étaient pas. Darlene a tapé. Elle a plissé les yeux. Elle a tapé encore un peu. Puis elle m'a regardée avec l'expression de quelqu'un qui vient de trouver un billet de $20 dans un vieux manteau. « Il provient d'un compte actif », a-t-elle dit. « Les fonds sont disponibles. Voulez-vous le déposer ?» J'ai acquiescé. Elle a tamponné le chèque. L'imprimante a vrombi. Le reçu est sorti. $15 000. Réel. Actif. Chaque centime exactement là où Marilyn avait dit qu'il serait. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai appuyé mon front contre le volant. Le chèque était authentique, ce qui signifiait que Claudia avait menti, ce qui signifiait qu'elle avait probablement menti sur bien d'autres choses. Et contrairement à toutes les autres personnes de cette maison, j'avais les compétences, l'accès et absolument rien à perdre. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la famille Drummond. En fait, laissez-moi d'abord vous expliquer comment fonctionnent les maths, parce que c'est pertinent et aussi parce que je trouve ça réconfortant en temps de crise. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres restent dans leur petite case et attendent qu'une personne honnête les lise. Ils n'ont pas d'intention cachée. Ils n'ont pas de projet de brunch. Ils ne vous prennent pas à part à Thanksgiving pour vous suggérer que vous êtes peut-être trop sensible au fait que votre fonds pour les études se soit évaporé d'une manière ou d'une autre entre votre première et votre terminale. Les gens mentent. Les chiffres, eux, ne font que garder les preuves. Ma mère, Laura Drummond, née Suarez, est décédée quand j'avais 11 ans. Un cancer de l'ovaire. Rapide, brutal et définitif. Comme seules les choses vraiment injustes parviennent à l'être. Elle était professeure de mathématiques au collège et tenait un tableau Excel du budget familial qu'elle mettait à jour chaque dimanche soir, avec la dévotion d'une personne assistant à la messe. Elle pouvait regarder un ticket de caisse et repérer la surfacturation avant même d'avoir fini de marcher jusqu'à la voiture. C'est elle qui m'a appris ça. Elle m'a aussi appris qu'un gratin n'est qu'un prétexte pour manger du fromage, qu'il faut toujours lire la dernière page d'un contrat avant la première, et que les gens qui vous aiment vous montreront toujours leur travail. Mon père s'est remarié 14 mois après son enterrement. 14 mois. Je le sais parce que je les ai comptés. J'avais 12 ans, et je les ai comptés parce que compter était la seule chose qui avait du sens dans un monde qui avait récemment cessé d'en avoir. Claudia Faria Drummond, née Claudia Faria, anciennement de la famille Hartford Farias, une famille dont la fortune était suffisamment grande pour avoir des opinions sur les millésimes de vin et suffisamment superficielle pour mal prononcer charcuterie avec une confiance totale, est entrée dans nos vies avec 3 valises assorties, des opinions bien arrêtées sur les murs d'accent, et son fils Rod, qui avait 14 ans,
jouait au lacrosse avec l'enthousiasme de quelqu'un à qui on avait dit que le lacrosse était une personnalité et à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Le contraste était immédiat et instructif. Rod a eu droit à un entraîneur de lacrosse, un tuteur pour le saté, une Audi d'occasion pour ses 16 ans, d'occasion, signifiant âgé de 2 ans, avec 19 000 km au compteur et un toit ouvrant panoramique, et un niveau d'encouragement ambiant que je ne peux décrire que comme nourrissant. Comme si le foyer fonctionnait grâce à son potentiel. J'ai reçu de Claudia une calculatrice graphique d'occasion et un aimant de réfrigérateur sur lequel était écrit « Elle croyait qu'elle pouvait, alors elle l'a fait », ce qui est un beau sentiment mais ne couvre pas une caution. J'ai financé mes études à l'Université du Wisconsin grâce à des bourses, des petits boulots de comptabilité à temps partiel et une relation très intime avec le bar à pâtes de la cantine. Je me suis spécialisée en comptabilité parce que j'étais douée avec les chiffres, comme ma mère, et parce que personne chez les Drummond ne trouvait la comptabilité assez intéressante pour y prêter attention. Laetitia s'occupe des impôts, disait-il lors des dîners. De la même manière qu'on dirait « le Roomba s'occupe des sols ». Efficace, invisible, remplacé sans cérémonie s'il cesse de fonctionner. Il y a 3 ans, je vivais dans un studio à Madison avec un radiateur qui avait 2 réglages. La surface du soleil est complètement inutile, et je gagnais 38 000 $ par an avant impôt. J'avais besoin de 2 000 $ pour le dépôt de garantie d'un meilleur appartement, un appartement avec de l'isolation, et des fenêtres qui ferment bien. J'ai demandé à mon père. Il était assis dans son bureau, celui que Claudia avait redécoré avec des panneaux de noyer et des huiles sur toile encadrée, représentant des chevaux que personne dans cette famille n'avait jamais montés, ni ne semblait avoir envie de monter, et il s'est calé dans son fauteuil comme un homme qui avait vraiment mérité ce fauteuil. « Elena, on aimerait bien t'aider », a-t-il dit. Puis il a marqué une pause, comme on le fait quand le mot « mais » est sur le point de sortir. « Mais on est un peu à court d'argent en ce moment. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es comptable, gère mieux ton budget. » On était à court d'argent ce mardi-là. Le jeudi, Rod a posté une photo d'un complexe hôtelier aux Bahamas. Dans la légende, il remerciait maman et papa pour ce voyage d'anniversaire. Le tarif à la nuitée était de 1 400 $. Je le savais parce que j'avais fait le rapprochement des cartes de crédit de la famille le mois précédent. Ils ne me l'ont pas caché parce qu'ils ne pensaient pas que je surveillais. C'est l'erreur fondamentale de tous ceux qui ont sous-estimé un comptable. Nous surveillons toujours. C'est littéralement notre métier. Vous nous donnez accès à vos chiffres, puis vous oubliez notre existence, et nous restons là, tranquillement, à lire tout ce que vous avez laissé accessible. Ce qui m'amène à la fiducie. Il y a 2 ans, une lettre est arrivée chez Marilyn et m'a été transmise par erreur. C'était un relevé trimestriel d'une société de courtage dont je n'avais jamais entendu parler, indiquant un solde de 520 000 $ dans une fiducie créée par ma grand-mère maternelle, Dorothy Soares, décédée quand j'avais 9 ans et qui, apparemment, avait pensé à mon avenir avec bien plus de soin que n'importe qui d'autre aujourd'hui. Le fonds fiduciaire était censé m'être versé à l'âge de 25 ans. J'avais 27 ans lorsque j'ai trouvé cette lettre. J'ai appelé mon père. Il n'a pas scié. Je pouvais le voir car je l'observais très attentivement. Ce fonds a été restructuré pour des raisons fiscales, a-t-il dit. Le capital a été transféré sur un compte d'investissement familial. Victoria et moi le gérons en ton nom. Le moment venu, nous te le verserons. Quand le moment sera venu. J'ai demandé à voir les relevés. Il m'a répondu que le conseiller me les enverrait. Ils ne sont jamais arrivés. J'ai demandé à nouveau. Il a dit qu'il allait se renseigner. Il ne l'a pas fait. La 3e fois, Claudia s'en est mêlée. Elle a posé sa main manucurée sur mon épaule, comme un chat pose une patte sur une souris qu'il n'est pas tout à fait prêt à manger. « Laetitia, » a-t-elle dit. « Ton père et moi protégeons cet argent parce que, franchement, tu n'as pas les compétences financières nécessaires pour gérer ce genre de fortune. Tu es comptable. Tu tiens les comptes. C'est différent. C'est de l'argent, du vrai. » « Je suis expert comptable, » ai-je répondu. Elle a souri en montrant toutes ses dents. « Exactement. Tu travailles pour les autres. Tu ne construis rien. Fais-nous confiance. » J'ai arrêté de poser des questions, mais j'ai fait le calcul. L'audit de Rod. Les frais de scolarité de l'école privée de Camilla qui, pour être honnête, Camilla n'avait pas demandé et semblait de la mettre vaguement mal à l'aise. La rénovation de la cuisine, avec le carrelage italien, importé que Claudia avait décrit sur son blog personnel comme « un investissement dans le bonheur quotidien ». Le bateau que mon père a conduit 2 fois, avant de le garer dans une marina du lac Michigan,
où il se trouve sans doute encore aujourd'hui, vieillissant magnifiquement et coûtant de l'argent à chaque minute. Le food truck de Rod, qui n'a jamais quitté l'allée. La marque de vêtements de Rod, qui n'a produit aucun vêtement, mais a produit un logo très professionnel. L'aventure de Rod dans les crypto-monnaies, qui a duré 6 semaines et s'est terminée par l'équivalent financier d'une voiture tombant d'une falaise dans un silence complet. Il s'avère que 520 000 $, ce n'est pas un chiffre aussi impressionnant qu'il n'y paraît quand 5 personnes le dépensent, et qu'une seule l'a gagné. Je me suis rendue en voiture à la vraie maison de Marilyn après être passée à la caisse d'épargne. Pas la maison au bord du lac, sa vraie maison, une maison coloniale grise à l'extérieur de Lake Geneva, entourée de bouleaux et d'un calme si profond qu'on pouvait entendre l'horloge de grand-père dans le couloir depuis l'allée. Elle était dans son bureau, assise à son bureau à plateau, une tasse de café noir fumant à côté d'une pile de bloc-notes, l'air d'une femme qui faisait des calculs mentaux depuis 81 ans, sans jamais s'être trompée une seule fois. « Tu es allée à la coopérative de crédit », dit-elle sans se retourner. « Le virement a été validé », répondis-je, jusqu'au dernier centime. « Bien sûr que ça a été débité. » Elle se tourna vers moi. « Je suis vieille, Laetitia. Je ne suis pas confuse. Malgré ce que ta belle-mère raconte à mon avocat à chaque fois qu'elle le met en tête-à-tête lors d'une réunion de famille. »« Ils ont pris la fiducie, dis-je. Tout. » Marilyn resta silencieuse un instant. L'horloge tic-taqua. Un oiseau prit une décision raisonnable derrière la fenêtre. « Je sais, » dit-elle enfin, « et j'ai besoin que tu m'aides à le prouver. » Elle décrocha le téléphone. Elle avait un plan. Et pour la première fois depuis très longtemps, moi aussi. Marilyn Drummond, 81 ans, directrice d'école à la retraite, propriétaire de 14 coques en céramique qu'elle décrit comme une collection soigneusement sélectionnée, décrocha le téléphone et devint une personne complètement différente. Pas de manière dramatique, pas à la manière hollywoodienne, où l'éclairage change et où la musique s'amplifie. D'une manière très précise, très discrète, qui était en quelque sorte plus effrayante que l'une ou l'autre de ces choses. Ses épaules s'affaissèrent d'1 centimètre. Sa voix perdit environ 15 ans de certitude. En l'espace d'environ 4 secondes, elle est devenue une femme âgée légèrement désorientée, qui s'inquiétait de mourir et voulait simplement que l'on prenne soin de sa famille. C'était la chose la plus impressionnante à laquelle j'ai jamais assisté, et pourtant j'avais déjà vu un jeune auditeur découvrir un détournement de fonds datant de 7 ans dans le registre de la petite caisse d'un cabinet dentaire. Elle a appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie, ce qui m'a fait comprendre qu'il attendait son appel, ce qui m'a fait comprendre que Claudia travaillait déjà sur lui depuis le 4 juillet, ce qui m'a fait comprendre que l'histoire de l'enveloppe n'était pas un accident mais un test. Ils observaient pour voir si Marilyn était encore assez lucide pour gérer son propre argent. Ils avaient leur réponse. C'était juste la mauvaise réponse. « Dennis ?» dit Marilyn, sa voix prenant ce nouveau ton où elle tremblait légèrement sur les consonnes. J'ai réfléchi. Je ne veux pas que vous, les enfants, vous disputiez l'héritage quand je ne serai plus là. Ça m'empêche de dormir la nuit. Je veux transférer les principaux actifs dans une fiducie familiale dès maintenant. Toi et Claudia en tant que cofiduciaires, pour éviter tout ce cirque de l'homologation. À l'autre bout du fil, j'entendis mon père inspirer comme un homme inspire lorsqu'on vient de lui remettre quelque chose qu'il désirait depuis très longtemps et qu'il essaie de ne pas montrer qu'il le désirait. Il a échoué. Maman, c'est incroyablement généreux. On peut passer ce soir. On peut apporter le... Pas encore, a dit Marilyn. Mon avocat, Alan Whitfield, veut d'abord un compte rendu complet. La fiducie de Dorothy pour Laetitia, les registres d'investissement, tout. Juste pour confirmer que tout a été correctement géré. Apportez-le à son bureau vendredi matin. Une fois qu'Alan aura donné son accord, on ira de l'avant. Bien sûr, a répondu mon père. Sa voix avait atteint une tonalité que je ne peux décrire que comme haut de gamme. Tout est prêt, pas le moindre problème. Marilyn a raccroché et m'a regardé. Maintenant, on observe, a-t-elle dit. Ils vont tout inventer, ai-je dit. Elle a souri. Je compte bien là-dessus. Voici quelque chose auquel personne dans la famille Drummond n'avait jamais pensé. Pendant 6 ans, j'avais fait leur déclaration d'impôt, configuré leurs QuickBooks, organisé leur stockage dans le cloud et construit leur Google Drive partagé à partir de 0. J'avais configuré la structure des dossiers, créé les étiquettes à code couleur, défini les autorisations de partage et envoyé à tout le monde un document explicatif que Claudia avait imprimé, surligné en 3 couleurs, avant de m'appeler quand même pour me poser les mêmes questions auxquelles le document répondait déjà. Il n'avait jamais changé les mots de passe.
il n'avait jamais restreint mon accès. Il n'avait même jamais regardé les paramètres d'autorisation, car pourquoi l'aurait-il fait? J'étais l'infrastructure. On ne vérifie pas le routeur Wi-Fi. J'ai ouvert mon ordinateur portable mercredi soir à ma table de cuisine à Milwaukee, une ville sensée, pleine de gens sensés qui tiennent leurs comptes en ordre, avec une tasse de café, une couverture et le calme concentré propre à quelqu'un qui attend depuis très longtemps d'être pris au sérieux. J'ai ouvert Google Drive. J'ai attendu. Pendant 12 heures, il ne s'est rien passé. J'ai réorganisé mon tiroir à épices. J'ai regardé la moitié d'un documentaire sur les concours d'affinage de fromage. Je me suis endormie sur le canapé, mon ordinateur portable ouvert, et je me suis réveillée à 10h40 avec des marques de clavier sur la joue et 17 nouvelles notifications défilant sur mon écran comme une machine à sous crachant des catastrophes. Résumé du fonds fiduciaire, brouillon, téléchargé par Denise Drummond. Modèle de relevé de courtage, téléchargé par Claudia Drummond. Résumé du fonds fiduciaire, V2, téléchargé par Denise Drummond. Fiducie, Dorothy Soares. Finale, téléchargé par Claudia Drummond. Résumé du fonds fiduciaire, brouillon, supprimé par Claudia Drummond. Ils construisaient les dossiers à partir de zéro. À minuit, parce qu'ils créaient un document censé exister depuis des années, à partir de zéro, dans Microsoft Word, dans le noir, comme deux personnes qui n'auraient jamais entendu parler de la notion de trace écrite. J'ai observé ces suppressions avec le même regard que celui, j'imagine, d'un photographe animalier lorsque le sujet qu'il attend depuis 3 jours dans un marais entre enfin dans le cadre. Le voilà. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient aucune raison de savoir, puisqu'ils ne m'avaient pas posé une seule question en 6 ans sur le fonctionnement de tout cela, c'est que Google Drive conserve un historique des versions de chaque fichier, chaque brouillon, chaque modification, chaque horodatage. Les fichiers supprimés sont envoyés dans une corbeille qui les conserve pendant 30 jours. Je disposais d'un historique complet de tous les documents qu'ils avaient créés, modifiés, supprimés et réuploadés entre 22h47 mercredi soir et 2h13 jeudi matin. Le fichier final est apparu à 2h13. Dorothy Soares Trust, Complete Statement, PDF. Je l'ai téléchargé. Pour une personne normale, il semblait parfait. Il portait le logo de la société de courtage, l'adresse correcte, un numéro de téléphone qui fonctionnait bel et bien quand on l'appelait, ce que j'ai fait, à 2h15 du matin, parce que je suis minutieux et aussi parce que j'avais bu du café. Il indiquait un solde actuel de 520 000 $ répartis entre 3 fonds communs de placement, avec des rendements trimestriels, l'historique des transactions et un barème des frais de gestion qui semblait tout à fait légitime. Je ne suis pas une personne normale. Je suis expert comptable, et j'ai passé 4 ans à auditer des états financiers à titre professionnel, ce qui signifie que je ne regarde pas les documents comme le font les gens ordinaires. Les gens ordinaires voient des mots et des chiffres disposés dans un ordre plausible. Moi, je vois un système. Et les systèmes ont des règles. Et quand les règles sont enfreintes, le document se trahit. J'ai ouvert la feuille de calcul dans Excel. D'abord, les calculs. Dans un relevé de courtage légitime, chaque chiffre est relié à tous les autres avec la précision d'une montre suisse, assemblée par quelqu'un qui se soucie profondément des montres suisses. Les dividendes s'intègrent dans les totaux de réinvestissement. Les frais de gestion réduisent le solde d'un pourcentage exact. Les rendements trimestriels s'accumulent conformément aux données publiées sur le fonds. Leur dividende du 3e trimestre indiquait 4 215 $ réinvestis dans le fonds de croissance. Mais le solde du fonds de croissance n'a augmenté que de 3 800 $ entre le 2e et le 3e trimestre, un écart de 415 $. Un véritable relevé de courtage ne présente jamais d'écart. Le logiciel génère ces chiffres automatiquement et il s'équilibre toujours, sans exception, car le logiciel ne se fatigue pas, ne se laisse pas distraire et ne se trompe pas de colonne. Une personne qui invente tout cela? Oui. Deuxièmement, la mise en forme. La société qu'ils imitaient utilise la police Garamond, 11 points, pour le corps du texte, et Helvetica Neue, 9 points, pour les notes de bas de page. Je le sais parce qu'ils publient des exemples de relevés sur leur page Relations investisseurs, qui est publique, et que l'on trouve en environ 4 secondes. Le document de Claudia utilisait la police Times New Roman 12 points partout. Times New Roman 12 points est la police par défaut de Microsoft Word. C'est la police de tous les essais universitaires, de tous les bulletins paroissiaux,
de toutes les notes de services passives agressives demandant de ne pas laisser la vaisselle dans l'évier. Ce n'est pas la police d'un logiciel de reporting propriétaire d'une société de courtage professionnelle. C'est la police de quelqu'un qui a ouvert un document vierge à 23 heures et s'est mis à taper. Troisièmement, les données du fonds. J'ai extrait les rendements historiques réels de la base de données publique de Morningstar et je les ai comparés ligne par ligne. Le rendement des fonds obligataires au deuxième trimestre était indiqué à 1, 87%. Le rendement réel était de 1, 62%. Actions internationales au quatrième trimestre. Ils avaient écrit 3, 41%. Réalité, 2, 98%. Ils n'avaient rien vérifié. Ils avaient deviné. Avec assurance, à l'aveuglette, à minuit, ce qui est en quelque sorte la chose la plus Claudia que j'ai jamais rencontrée. Enfin, les métadonnées. Les propriétés du PDF indiquaient que le document avait été créé mercredi à 23h58 à l'aide de Microsoft Word 2019. Le champ auteur indiquait « Surface Pro de Claudia ». Un document qui était censé avoir été généré par le système de reporting d'une société de courtage sur plusieurs années. Rédigé sur un ordinateur portable personnel, à minuit, 2 jours avant un examen juridique. J'ai tout sauvegardé. Les fichiers. L'historique des versions. Les journaux de suppression. Le rapport de métadonnées. La comparaison Morningstar. Le détail du rapprochement avec l'écart de $415 surligné dans cette nuance particulière de jaune qui signifie que je l'ai trouvé. J'ai tout mis sur une clé USB cryptée. Je l'ai enfermé dans ma boîte à gants. J'ai fait une sauvegarde sur une deuxième clé et je me l'ai envoyé par email. Puis, j'ai appelé Marilyn. Ils ont utilisé Times New Roman, ai-je dit. Il y eut un silence. Puis Marilyn a ri. Un vrai rire, plein et sans précipitation, le rire d'une femme qui attend depuis très longtemps qu'un membre de sa famille fasse son devoir. « Ce sera vendredi », a-t-elle dit. Le bureau d'Alan Whitfield se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques sur la rue principale de Geneva, dans l'Illinois, le genre de ville où les gens disent encore « bonjour » aux inconnus, et le pensent vraiment, et où les cabinets d'avocats n'ont pas été redécorés depuis le 2e mandat de Bush. De la moquette vert foncé, des diplômes encadrés, classés par prestige. Une table de réunion pouvant accueillir 12 personnes, mais où n'en étaient généralement assises que 3, ce qui signifiait que les chaises supplémentaires n'existaient que pour que les gens se sentent en infériorité numérique, ce que je soupçonnais être intentionnel et que je respectais énormément. Une télévision était fixée au mur. Elle avait l'un de ses ports HDMI vissé sur le côté, d'où pendait un câble comme une queue. Alan m'avait demandé d'arriver 30 minutes à l'avance. Je suis arrivée 45 minutes plus tôt. Je suis comptable. Être en avance n'est pas un trait de caractère, c'est une philosophie professionnelle. Marilyn était déjà là, assise à la gauche d'Alan avec une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée, vêtue d'un blazer couleur nuage d'orage et de boucles d'oreilles qui ne laissaient planer aucun doute sur son sérieux. Elle avait l'air d'une femme qui avait passé 81 ans à être sous-estimée et qui avait récemment décidé de ne plus trouver cela charmant. Alan m'a serré la main. Il avait la poigne d'un homme qui avait annoncé de mauvaises nouvelles à beaucoup de gens et qui avait appris à paraître calme face à cela. Il a regardé ma sacoche d'ordinateur portable, puis la clé USB que j'avais posée sur la table, et a hoché la tête une fois, comme le fait un chirurgien lorsque le plateau d'instruments est prêt. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. À 10 heures pile, les doubles portes se sont ouvertes. Mon père est entré le premier, vêtu de son plus beau costume bleu marine et avec l'air d'un homme se rendant à une signature de contrat immobilier. Derrière lui venait Claudia, vêtue d'un blazer crème et de boucles d'oreilles en diamant, se déplaçant avec l'énergie précise de quelqu'un qui a répété son entrée. Derrière elle venait Rod, dans une veste de sport dont l'étiquette était encore glissée dans le col, marchant avec la vague assurance de quelqu'un qui ne comprend pas tout à fait dans quelle pièce il se trouve mais qui s'y sent bien. Il ressemblait à un portrait de famille. Ils ne m'ont pas regardé. À leurs yeux, je faisais partie de l'équipe technique. J'étais la rallonge que quelqu'un avait demandé de fournir. J'étais la personne dont le travail consistait à brancher l'ordinateur portable à l'écran, puis à redevenir invisible. « Merci à tous d'être venus », dit Alan en ajustant ses lunettes. Ruth a demandé un examen complet de la fiducie Dorothy Soares avant de procéder à la restructuration successorale. « Dennis, je crois savoir que vous avez apporté la documentation. » Mon père posa un porte-document en cuir sur la table. Il atterrit avec le bruit sourd d'un homme qui aurait confondu le poids de l'objet avec celui de son contenu. « Tout est là.
dit-il en souriant avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait pas encore réalisé qu'il était déjà pris au piège. La fiducie a été gérée de manière prudente. Le solde est solide. L'argent de Laetitia est en sécurité. Claudia acquiesça d'un air encourageant. Rod examina un diplôme accroché au mur avec l'intérêt de quelqu'un qui lit un menu dans une langue qu'il ne parle pas. « Ma vue n'est plus ce qu'elle était, » dit Marilyn doucement. « Laetitia, tu veux bien l'afficher à l'écran? Bien en gros. » Mon père me regarda comme on regarde un distributeur automatique quand on a besoin de lui pour effectuer une transaction. « Vas-y, » dit-il. Claudia se pencha vers moi. « Juste la page de résumé, » murmura-t-elle. « Ne te prends pas la tête. »« Bien sûr, » répondis-je. « Je suis douée avec les chiffres. » Je connectai mon ordinateur portable à l'écran. J'ouvris le fichier. Le relevé falsifié occupait tout le mur, avec des détails nets et d'aspect professionnel. 520 000 $, 3 fonds, 12 trimestres de données de performance, un barème des frais de gestion, le logo de la société de courtage dans le coin supérieur gauche, reproduit avec un soin qui suggérait que quelqu'un y avait consacré une bonne partie de sa soirée de mercredi. Tout semblait impeccable. « Tout est en ordre », a dit mon père en se calant dans son fauteuil. « Comme tu peux le voir. » « En fait, » ai-je dit, « j'aimerais passer en revue quelques points. Puisqu'il s'agit d'un examen formel, le sourire de Claudia est resté parfaitement figé, comme un bâtiment qui reste debout un instant après que ses fondations se sont effondrées. « Bien sûr, » répondit-elle. Je commençai par les chiffres. Ce relevé indique que 4 115 $ de dividendes du 3e trimestre ont été réinvestis dans le fonds de croissance, dis-je en surlignant la cellule à l'écran. Mais le solde du fonds de croissance n'a augmenté que de 3 800 $ entre le 2e et le 3e trimestre. Cela représente un écart de 415 $. L'arrondi, a immédiatement rétorqué mon père, avec l'assurance d'un homme utilisant un mot qu'il croit capable de mettre fin à toute discussion. L'arrondi ne crée pas un écart de 400 $ dans un relevé généré par le système, ai-je dit. Les logiciels de courtage calculent au centime près. La SEC l'exige. Il n'y a pas d'arrondi. Il n'y a que des calculs, et ces calculs ne tiennent pas la route. Rod a levé les yeux du mur où étaient accrochés les diplômes. Je passai à la mise en page. Je récupérai un véritable exemple de relevé sur la page des relations avec les investisseurs de la société de courtage, accessible au public, trouvé en 4 secondes, publié spécifiquement pour que les investisseurs sachent à quoi ressemblent les documents légitimes, et le mis côte à côte avec la version de Claudia sur l'écran partagé. La société utilise Garamond 11 points pour le corps du texte et Helvetica Neue 9 points pour les notes de bas de page, ai-je dit. Leurs documents utilisent Times New Roman 12 points partout. C'est la police par défaut de Microsoft Word. J'ai marqué une pause. C'est la police de toutes les dissertations universitaires rédigées entre 1997 et aujourd'hui. La mâchoire de Claudia n'a pas bougé, mais quelque chose derrière ses yeux a bougé. Je suis passé aux données des fonds. Voici les rendements trimestriels réels de chacun des 3 fonds cités, extraits de la base de données publique de Morningstar, ai-je dit en affichant le tableau comparatif. Au 2e trimestre, vous avez indiqué un rendement de 1,87% pour le fonds obligataire. Le rendement réel était de 1,62%. Au 4e trimestre, le fonds d'action internationale apparaît à 3,41%. Le rendement réel était de 2,98%. Je laissai cela agir un instant. Aucun des chiffres trimestriels ne correspond aux données de performance publiées pour aucun de ces fonds, pour aucun trimestre, pas un seul. Marcus observait ses mains avec une concentration intense. Mon père avait cessé de se pencher en arrière. Claudia était complètement immobile, de cette manière particulière dont les personnes très maîtrisées s'immobilisent lorsqu'elles effectuent des calculs très rapides sur leurs options. Et enfin, dis-je, j'affichai l'écran des métadonnées. Ce document a été créé mercredi à 23h58. Le logiciel utilisé était Microsoft Word 2019. Je laissai la pièce lire cela. Le champ auteur indique Surface Pro de Claudia. Silence. L'horloge de parquet dans le couloir, Alan en avait apparemment une aussi, fit 4 cliquetis. Personne ne respirait. Un relevé de courtage légitime est généré par la plateforme de reporting de la société, dis-je. Il ne serait pas rédigé sur un ordinateur portable personnel à minuit, 2 jours avant un examen juridique. Je me tournai vers mon père. Il regardait la table. « Tu n'as pas géré la fiducie, » ai-je dit. « Tu l'as dépensée. Et quand on t'a demandé de prouver qu'elle existait encore,
Tu as créé un faux document dans Word, tu l'as rempli de chiffres que tu as devinés sans vérifier, et tu as supposé que personne ne vérifierait. Parce que la seule personne de cette famille qui pouvait vérifier est celle que tu as traitée de simple comptable pendant les 10 dernières années. Je fermai mon ordinateur portable. J'ai vérifié. Alan Whitfield ouvrit un dossier. Claudia ouvrit la bouche. Les métadonnées proviennent de votre propre appareil, dit Alan d'une voix d'homme qui n'a jamais eu besoin, de toute sa vie, d'élever le ton pour être terrifiant. Les chiffres ne concordent pas, et vous avez présenté ce document dans le cadre d'une procédure judiciaire en garantissant son exactitude. Il la regarda par-dessus ses lunettes. Comprenez-vous les implications de tout cela? La pièce était très calme. Rod leva lentement la main et retira l'étiquette du col de sa veste de sport. Personne ne savait pourquoi. Cela semblait simplement être le bon moment pour le faire. Le silence dans la salle de conférence d'Alan Whitfield dura environ 7 secondes. Je le sais parce que je les ai comptés, une vieille habitude. Puis mon père s'est éclairci la gorge. C'était le gloussement d'un homme qui avait passé 30 ans à s'en servir pour gagner du temps, pendant qu'il cherchait une explication plausible à quelque chose, et qui venait de découvrir, pour la première fois de sa vie d'adulte, qu'il n'existait aucune explication plausible. « Nous avons eu quelques problèmes de trésorerie, » a-t-il dit. « Il y a quelques années, nous avons emprunté temporairement à la fiducie. Nous avions pleinement l'intention de rembourser. » Le stylo d'Alan s'est arrêté. « Combien avez-vous remboursé ?» a-t-il demandé. Silence. « Dennis, » a dit Marilyn. Sa voix avait complètement perdu son ton théâtral. Elle était désormais d'acier. La voix d'une femme qui avait enseigné au collège pendant 22 ans et savait exactement quand quelqu'un s'apprêtait à prétendre que le chien avait mangé ses devoirs. « Combien ?» Mon père regarda la table. La fenêtre. Une lithographie encadrée de la rivière Illinois, qui était accrochée au mur d'Alan depuis probablement 30 ans et qui n'avait jamais suscité autant d'intérêt auparavant. « Rien du tout, » dit-il enfin. « Nous l'avons utilisé pour nos dépenses courantes, et les projets de Marcus, et la rénovation. Nous allions le rembourser quand le moment serait venu, dis-je. » Il tressaillit. Cette phrase, sa phrase, celle qu'il m'avait lancée il y a 3 ans comme s'il s'agissait d'une réponse plutôt que d'une porte qui se refermait, elle fit exactement l'effet que j'avais toujours soupçonné qu'elle ferait si jamais j'avais l'occasion de la lui renvoyer. Alan ouvrit un dossier. Il en lut le contenu avec le ton d'un homme qui avait soigneusement préparé ce moment et qui allait le livrer correctement, peu importe le temps que cela prendrait. Le plan successoral de Marilyn comprend une clause standard relative à la fraude et à la malversation, dit-il. Tout bénéficiaire reconnu coupable de fraude financière, de falsification ou de fausse déclaration perd sa part de la succession. La part perdue est redistribuée aux bénéficiaires restants. Il referma le dossier. Dennis, Claudia, vous avez soumis un document financier falsifié à ce bureau. Vous avez avoué avoir détourné 520 000 $ d'une fiducie protégée. Conformément aux termes du plan successoral, votre part combinée est nulle. Claudia se leva si brusquement que sa chaise roula en arrière et heurta le buffet derrière elle, faisant légèrement basculer une petite fougère. C'était une fougère très digne qui méritait mieux. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit-elle. « Nous allons nous battre. Nous allons intenter un procès. Nous allons... » « Vous en êtes libre, » dit Alan. « Mais je dois mentionner que le rapport sur les métadonnées, l'historique des versions de Google Drive, la comparaison Morningstar et l'analyse de rapprochement ont déjà été transmis à un expert comptable judiciaire du bureau du procureur de Rockford. » Il croisa les mains. C'est à eux de décider s'il y aura des poursuites pénales, pas la mienne. Rod se leva. Sa chaise heurta le mur derrière lui, ce qui était plus agressif que l'incident du buffet, mais moins gracieux. Il avait l'air d'un homme qui venait d'arriver à une fête et qui ne lisait l'invitation qu'à ce moment-là. « C'est de la folie. Je n'avais rien à voir avec la fiducie. Je ne savais même pas. »« Tu as dépensé l'argent, Rod, » dis-je. Pas fort. Pas d'un ton triomphant. Juste comme on lit un chiffre sur un bilan. Le food truck qui n'a jamais quitté l'allée. La marque de vêtements qui a produit un logo et rien d'autre. L'histoire de la crypto-monnaie qui a duré 6 semaines et s'est terminée sans cérémonie. C'est mon héritage qui a financé tout ça. Rod ouvrit la bouche. « Je ne savais pas d'où ça venait, » dit-il. « Maintenant, tu le sais. » Il se rassit, lentement. Sa veste de costume semblait soudain lui aller différemment. Mon père se tourna vers Marilyn.
Son visage avait fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 31 ans que je l'observais. Il s'était effondré vers l'intérieur, comme un bâtiment lors d'une démolition contrôlée. Pas violemment, mais inévitablement, étage par étage, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le contour de ce qui se dressait autrefois. « Maman, dit-il, je t'en prie, nous sommes ta famille. » Marilyn se leva. Elle mesurait 1,57 mètres, avait 81 ans, possédait une collection de coques en céramique, portait un chapeau de soleil et des lunettes de lecture attachées à un cordon, et à cet instant, elle était l'être humain le plus redoutable avec lequel j'avais jamais partagé une pièce. « Laetitia, c'est ma famille, dit-elle. Ça fait 10 ans qu'elle s'occupe de cette famille. Elle a fait vos déclarations d'impôts. Elle a classé vos dossiers. Elle a créé vos tableaux Excel. Elle a répondu aux appels de Claudia à 11h du soir pour lui expliquer comment joindre un PDF à un email. » Elle regarda Claudia. 2 fois. Claudia a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Je ne l'avais jamais vue aussi silencieuse. « Tu l'as remerciée ?» a poursuivi Marilyn, en volant l'argent de sa grand-mère et en lui disant qu'elle n'était pas assez sophistiquée pour s'en rendre compte. Elle m'a regardée. Elle s'en est rendu compte. La sécurité, en l'occurrence Gérald, l'assistant d'Alan, âgé de 63 ans, bâti comme un ancien linebacker et doté de l'énergie d'un homme qui n'attendait qu'une excuse pour utiliser son physique intimidant dans un contexte professionnel, les raccompagna jusqu'à la sortie. Claudia s'arrêta à la porte. Elle se retourna. Elle me repéra à l'autre bout de la pièce avec la précision d'une femme qui avait passé 20 ans à viser des cibles. Elle m'a saisi le bras. Ses ongles étaient très acérés et entretenus avec un soin tout particulier, et ils se sont enfoncés en conséquence. « Tu crois que tu as gagné, » a-t-elle dit. « Tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. » J'ai regardé sa main sur mon bras, puis je l'ai retirée, comme on clôt un grand livre à la fin d'un long audit. Doucement, complètement, avec une finalité totale. « Je suis expert comptable, Claudia, » ai-je dit. « Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un. J'ai juste besoin d'être précis. » Gérald a tenu la porte. Elle l'a franchie. La porte s'est refermée. La pièce est restée silencieuse un instant, comme une pièce devient silencieuse après qu'une tempête l'a traversée et a laissé l'air pur et légèrement étourdi. Puis Rod, toujours assis sur sa chaise, baissa les yeux vers ses genoux et dit « Pour ce que ça vaut, le food truck avait un très beau logo. » Personne ne répondit à cela. Cette remarque méritait de rester suspendue, toute seule. Alan rassembla ses papiers. Marilyn se rassit et prit enfin son thé, qui était désormais froid, et le but quand même, avec la sérénité d'une femme pour qui la température n'avait absolument aucune importance. Je m'assis à côté d'elle. Mes mains étaient fermes. Elles l'étaient depuis mercredi soir, depuis le moment où les téléchargements avaient recommencé et où le piège s'était refermé, et où la partie de mon cerveau qui avait passé 10 ans à absorber silencieusement chaque humiliation avait enfin trouvé une utilité à tout cela. « Ça va ?» demanda Marilyn. « Je suis un peu en deuil, » répondis-je. « C'est naturel. »« Je sais. » Elle posa sa main sur la mienne. Ses mains étaient petites, sèches et chaudes, les mains de quelqu'un qui avait passé 81 ans à faire des choses qui comptaient. « Ta grand-mère, Dorothy, dit-elle, m'a toujours dit que tu étais la seule à comprendre que l'amour n'est pas un sentiment. C'est un grand livre. » Je la regardais. « Les gens qui t'aiment, dit-elle, sont ceux dont les chiffres s'équilibrent toujours. » Dehors, Genève vaquait à ses occupations matinales. Une femme promenait un chien trop grand pour la laisse qui l'attachait. Un homme réussit à se garer en créneau du premier coup et semblait secrètement ravi de son exploit. Un enfant à vélo sonna sa cloche sans s'adresser à personne en particulier, juste parce qu'il avait une cloche et qu'il en avait la possibilité. J'avais dans ma poche une clé USB contenant suffisamment de documents pour tenir la route devant un tribunal. J'avais une grand-mère de 81 ans qui avait posé un doigt sur ses lèvres à la table du 4 juillet et m'avait confié tout le plan. J'avais, pour la première fois depuis très longtemps, fait exactement ce pour quoi j'étais fait. Et cela avait été, si je veux être précis, tout à fait suffisant. Il s'avère que la procédure judiciaire avance au rythme d'un glacier très prudent. Un glacier qui exige des copies certifiées conformes de tout. Le bureau du procureur de Rockford a ouvert une enquête officielle en août. En septembre, l'ordonnance de gel des avoirs a été rendue, ce qui signifiait que les comptes joints de mon père et de Claudia
étaient bloqués plus hermétiquement que les rendements de l'opération de Rhodes sur les crypto-monnaies, qui, pour référence, avait atteint un rendement négatif de 43% en 6 semaines avant de se dissoudre entièrement comme un morceau de sucre dans de l'eau chaude. Je le sais parce que j'ai fait le calcul. Je fais toujours le calcul. L'avocat de mon père a appelé le bureau de Marilyn 4 fois en octobre. Alan n'a pas répondu à ses appels. Il a envoyé à la place une lettre très polie, en garamond 11 points, une attention que j'ai appréciée plus que je ne saurais raisonnablement l'expliquer. En novembre, mon père a plaidé non-contestation pour détournement de fonds fiduciaires. Il a été condamné à 3 ans de mise à l'épreuve et à la restitution intégrale, ce qui signifiait que chaque dollar gelé retrouverait la destination que Dorothy Suarez lui avait toujours destinée, c'est-à-dire moi, car ma grand-mère avait apparemment compris quelque chose au sujet de cette famille 20 ans avant moi. J'y ai réfléchi un moment. Puis j'ai créé un tableau Excel à ce sujet, car c'est ainsi que je gère mes émotions et que je m'en suis accommodée. Claudia a tout contesté. Bien sûr qu'elle l'a fait. Claudia n'était pas faite pour une sortie gracieuse. Elle était faite pour une sortie interminable, coûteuse et épuisante, qui amène toutes les personnes impliquées à remettre en question leur choix, y compris son propre avocat, qui a demandé 2 fois un report d'audience et qui, à chaque comparution à laquelle j'ai assisté, avait l'air d'un homme en train de reconsidérer un grand nombre de choses. Elle a été reconnue coupable de faux et de fraude en février. J'étais dans la tribune lorsque le verdict a été rendu. Je portais un blazer, j'avais apporté un cahier, je n'y ai rien écrit, j'avais juste besoin de quelque chose à tenir. Rod n'a pas été inculpé. L'expert comptable judiciaire a confirmé qu'il n'avait aucune connaissance de l'origine de la fiducie. Il avait simplement été le bénéficiaire de l'argent que sa mère lui avait destiné, ce qui n'est pas un crime, juste une circonstance, et une circonstance avec laquelle il allait devoir composer pendant longtemps, de cette manière particulière que seule la responsabilité peut vous obliger à composer avec quelque chose. Il a perdu sa part d'héritage en vertu de la clause de malversation que l'avocat de Marilyn a appliquée sans ménagement et sans cérémonie. Rod m'a appelé une fois, en décembre. J'ai laissé le message sur la messagerie vocale. Il a laissé un message de 40 secondes contenant la phrase « Je veux que tu saches que je pense que ce qui s'est passé était vraiment n'importe quoi ». Puis une longue pause, et enfin « Aussi, le food truck avait en fait des permis, je veux juste clarifier ça ». J'ai conservé ce message vocal, en partie à des fins de documentation juridique. En partie parce que c'était la phrase la plus Rod que j'avais jamais entendue et que j'appréciais son respect de la forme. J'ai quitté Milwaukee en janvier. J'ai ouvert mon propre cabinet d'expertise comptable judiciaire dans un bureau au 2e étage, au-dessus d'une librairie à Naperville, dans l'Illinois. Le bureau avait de grandes fenêtres, une bonne luminosité et sentait légèrement le vieux livre de poche, ce que je considérais comme un atout. J'ai posé un petit cactus sur le rebord de la fenêtre, car il ne demandait que très peu d'entretien, et ne m'avait jamais demandé d'expliquer une pièce jointe au format PDF. J'ai baptisé le cabinet Drummond Forensic Accounting, ce que mon ami Dana a qualifié d'audacieux, mon ami Marcus de coup de maître, et moi de tout simplement pertinent, car mon nom figure sur tout ce que je fais, et c'est intentionnel. Ma première cliente était une femme d'Evanston, dont l'ex-mari avait transféré des actifs vers une société écran enregistrée à l'adresse de sa mère à Peoria pendant leur divorce. Le genre de manœuvre qui semble astucieuse jusqu'à ce qu'un professionnel ouvre le dossier. J'ai retrouvé 340 000 $ en 11 jours. L'affaire a été réglée en 9 jours. Elle m'a envoyé une bouteille d'excellent vin et une carte sur laquelle était écrit « Tu es incroyablement doué pour ça », que j'ai encadrée et accrochée à côté de ma licence d'expert comptable, car c'est la critique professionnelle la plus honnête que j'ai jamais reçue. Marilyn et moi avons passé Thanksgiving à Key West. Elle avait demandé un endroit chaud et j'avais demandé un endroit qui ne soit pas accessible en voiture depuis chez nos proches, et Key West répondait avec enthousiasme à ces 2 critères. Elle a commandé un Manhattan dans un bar au bord de l'eau où les tabourets étaient peints en turquoise et où un pélican était perché sur la balustrade avec l'assurance suprême d'un animal qui n'a jamais douté de sa place, quel que soit l'environnement. Elle a levé son verre vers l'eau. « À Dorothy », a-t-elle dit. « À Dorothy », ai-je répondu. Nous avons bu. Le soleil faisait ce qu'il fait toujours dans les Keys fin novembre, où il prend son temps pour se coucher, comme s'il n'avait nulle part ailleurs où aller, peignant tout d'une teinte orange si déraisonnablement belle qu'on dirait qu'il en fait un peu trop. Marilyn a commandé un 2e Manhattan. J'ai commandé la même chose. « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda-t-elle. « L'argent. » Elle n'avait pas besoin de le dire. « J'en investirai une partie, ai-je répondu. J'en économiserai une autre.
Je rembourserai les prêts étudiants que Dorothy a techniquement déjà payés, ce qui est une phrase que je suis encore en train d'assimiler. Et le reste? J'ai regardé l'eau. Ah, il y a une femme à Schaumburg dont l'associé détourne de l'argent de leur compte commun depuis 2 ans. Elle n'a pas les moyens de payer un expert comptable judiciaire. Marilyn me regarda. Pro bono? Elle me rappelle quelqu'un, dis-je. Marilyn sourit. Elle avait un beau sourire. Le genre de sourire acquis au fil d'une très longue vie et qui n'avait pas besoin d'être mis en scène. Ta grand-mère t'aurait beaucoup aimé, dit-elle. Elle t'aimait beaucoup. Elle n'a juste pas eu assez de temps. Je pensais à Dorothy Soares, décédée quand j'avais 9 ans, qui avait apparemment regardé une fillette de 9 ans et y avait vu, 20 ans à l'avance, quelque chose qui méritait d'être protégé, qui avait mis de l'argent de côté, non pas comme un cadeau, mais comme une déclaration, comme une preuve, comme sa version d'une écriture comptable qui disait « celle-là comprend ». J'ai pensé à mon père. Il avait appelé 2 fois depuis le prononcé de la sentence. J'avais longuement fixé l'écran à chaque fois, comme on examine une colonne de chiffres quand on sait déjà où se trouve l'erreur et qu'on se demande s'il faut la corriger ou fermer le dossier. J'ai fermé le dossier. Certains registres, on les rapproche. D'autres, on les archive simplement et on passe à autre chose. Le pélican perché sur la balustrade a tourné la tête et m'a regardé d'un seul œil, comme le font les pélicans, avec le calme philosophique et détaché d'une créature qui pêche avec succès depuis 60 millions d'années et n'a pas de notes à prendre. J'ai levé mon verre vers lui. Il a cligné des yeux. « Très bien, me suis-je dit. » De retour à Naperville, le premier lundi de décembre, j'ai ouvert mon ordinateur portable à 7h15 du matin avec une tasse de café et un nouveau dossier client et la satisfaction tranquille et particulière d'une personne qui est exactement là où elle est censée être, faisant exactement ce pourquoi elle est faite. Le cactus allait bien. Il ne demandait rien. L'argent de ma grand-mère était de retour là où il devait être. Mon nom était sur la porte. Les chiffres ne mentent pas. Les gens mentent. Mais si vous êtes assez patient, assez honnête et assez précis, les chiffres vous attendront. Ils resteront dans leurs cellules et garderont tout ce qu'ils savent jusqu'à ce qu'une personne honnête vienne les lire. Je suis honnête. Je suis précis. Et il s'avère que j'ai une excellente mémoire pour les polices de caractère.